Bonsoir à tous, c'est toujours l'ingénieur Hugo. Aujourd'hui, je vais parler sur un sujet très important qui n'est pas, que j'avais oublié plutôt dans le cursus, je venais de le revoir, donc je devais le rajouter. C'est la notion sur le run level, qu'on appelle un run level en anglais, en français, c'est le niveau d'exécution. Ok, c'est un point très très important qu'on doit aborder parce que sans ça, c'est très difficile, vous devez le connaître. Ok, alors, sur ce sujet, je vais aborder 4 points. Processus de démarrage de Linux avec un schéma. Ok. Exploration des grandes Unified Bootloader. Nous allons explorer les graphs, savoir qu'est-ce qu'il contient, comment il fonctionne. Et le script d'initialisation, très important. Et définition et explication de tous les run levels. Là, je vais parler ça en dernier parce que c'est ça même le cœur du système. Ok. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Avant d'abord d'arriver, vous devez comprendre le processus de démarrage, c'est quoi? Le processus de démarrage, c'est une méthodologie ou une technique qui permet à savoir comment est-ce que la machine démarre. Lorsque la machine démarre, comment est-ce que la machine plutôt démarre dans l'arrière-plan. Très important. C'est-à-dire, lorsque tu appuies sur le bouton, ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, je vais vous expliquer dans les Linux, lorsque vous avez une machine, le Linux est installé à l'intérieur, vous appuyez sur le bouton Power On, ouvrir le bouton pour ouvrir la machine, ok, démarrer l'ordinateur. Le système, souvent, il cherche. Mais quand il cherche là, qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-plan? C'est ce que je vais vous expliquer. Si vous maîtrisez ça, vous aurez la facilité de dépanner lorsque un système plante, lorsque un système n'arrive plus à booter, lorsqu'un système est bloqué, lorsqu'un système fait ce qu'on appelle une plante, il ne peut plus rien faire. Vous devez connaître c'est à quel niveau des stages. Ok. Processus de démarrage, très important. Alors, je vais vous montrer l'image. Voilà. Je commence par le processus de démarrage de Linux. C'est-à-dire, le Linux, quand il démarre, avant que vous puissiez voir la fenêtre de mettre le nom de code, de vous authentifier, le Linux, lorsqu'il démarre, il y a ce que nous appelons, il a 6 étapes de démarrage, de processus de démarrage. Il démarre en 6 étapes. Il y a, dans les 6 étapes, il y a les 2 étapes qui sont inévitables. Ok. Donc les 2 étapes, c'est évident, même dans les Windows, c'est comme ça. Ok. On commence par le BIOS. Le BIOS qu'on appelle le Basic Input Output System. C'est le système élémentaire d'entrée et sortie. Si je n'ai pas encore ajouté quelque chose, c'est lui qui permet de vous montrer tous les périphériques hardware connectés aussi dans votre ordinateur. Parce que lorsque nous achetons un ordinateur, il vient sans système d'exploitation qu'on appelle DOS. Ok. Et comment nous arrivons à connaître les configurations de cette machine via notre BIOS. Il se trouve dans la mémoire morte qu'on appelle ROM. C'est pourquoi on l'appelle ROM BIOS. Vous devez savoir aussi, le système d'exploitation communique souvent avec 3 parties dans la carte mère. Ok. La carte mère est vaste, il a beaucoup de périphériques, beaucoup de parties, des ports, tout dans l'ordinateur. Mais lorsque vous installez le système d'exploitation communique plus avec les 3 parties majeures qui sont les mémoires, le processeur et les disques durs. Voilà pourquoi même quand nous achetons des machines, nous voyons plus processeur, mémoire et disque dur. Ce sont les parties majeures. Je ne dis pas que ça ne communique pas avec les autres. Oui, c'est vrai, quand tu mets ton périphérique USB, le système doit les reconnaître, il faut mettre les pilotes, mais majeur, c'est d'abord ça. Et en fonction du sujet que je parle, c'est pourquoi j'ai abordé ces 3 périphériques. Alors, donc le BIOS. Après le BIOS, nous avons ce qu'on appelle le Master Boot Record. C'est zone amorce du système, c'est-à-dire exécuter le grab. Ok. C'est-à-dire, c'est celui qui permet de détecter dans les disques dits physiques, parce que le système d'exploitation s'installe dans les disques dits, le système d'exploitation réside dans les disques dits, et c'est lui qui permet maintenant de détecter le disque dit à partir de ces secteurs et des cylindres pour enfin de trouver. Mais qu'est-ce qu'il va trouver dans la deuxième partie? Il ne va pas trouver tous les systèmes. D'abord, il va chercher le fichier système pour activer le système d'exploitation. Dans le Windows, c'est le boot MGR, chez nous, c'est le grab. C'est pourquoi vous avez souvent reçu ce genre de message, boot MGR is missing. Ça veut dire la machine ne peut pas démarrer parce que c'est celui qui permet d'activer le système d'exploitation. Chez nous, c'est grab. Grand Unified Bootloader.
qui est ici, dans mon plan, j'avais dit on va en parler. Ok, ok, c'est bon. Et après le grab, le système cherche le noyau de Linux, qu'on appelle le kernel. Ok, les noyaux, l'image du système d'exploitation, qu'on appelle le kernel. Dans l'image, là, il y a tout maintenant. Ok, alors, les systèmes d'exploitation, une fois qu'il est activé par son fichier système, et puis il lance maintenant tout l'image. Donc, si vous avez des Windows qui pèsent des 2 Go, il lance tous les 2 Go dans les disques. Si votre, comme le nôtre ici, ça pèse 614 mégas, il lance maintenant tout, à part grab. Ok, dans SBIN init. Et après ça maintenant, il va lancer maintenant les init qu'on appelle tâches du système. Exécute les niveaux d'exécution, le run level. Et après le run level, maintenant vous devez choisir, vous allez vous connecter dans quel run level. Mode graphique, mode commande, ça vient le dernier qu'on appelle le run level. Les niveaux d'exécution sont exécutés à partir du dossier etc arc.d, arc.local, il y a les arc. Ces arc, ce sont des scripts. Les fichiers scripts. C'est pourquoi je vais parler de ça aussi dans les fichiers d'initialisation. Ok, très important. Voilà un peu en général les processus de démarrage dans les Windows. Dans les Linux, je m'excuse, vous devez maîtriser ça. Ça, c'est dans tout Linux. C'est comme ça. BIOS, MBR, grab, noyau, ou bien la place, vous pouvez dire kernel, et puis init, et puis le run level. Suivant. Alors, les fichiers grab, tous les fichiers grab, tout plus utilisés souvent dans les RHEL 6, dans les Red Hat 6, et puis, donc, c'est un peu ça. Ces schémas ici n'existent pas dans les RHEL 6, c'est souvent dans les RHEL 7 et autres. Mais je vais quand même vous montrer ça pour que vous puissiez savoir. Grab. La configuration grab est composée de 3 principaux fichiers. Il y a dans etc default grab le fichier contenant le paramètre du menu grab2. Il y a dans etc grab.d le répertoire contenant les scripts de création des menus de grab permettant notamment à personnaliser les menus démarrer grab. Et puis il y a boot grab2 grab.conf configuration de grab normal. Tout ça, on peut basculer sur grab. Comme vous avez dit, exploration. On peut explorer le grab comme ça. Je vais vous le montrer ici. J'ouvre CentOS. CentOS, oui. Voilà. Alors, ici, ça se retrouve dans... Vous savez, la commande, c'est toujours 4 pour voir le contenu du fichier sans accéder. 4, boot, grab.conf. Voilà. Voilà le fichier grab ici. Donc, ça veut dire, lorsque votre système Linux démarre, grab, c'est regardez, grab fait quoi? Il est là. Il cherche d'abord boot device. Il cherche, vous avez vu, il a à voir avec votre SDA. SATA disk attach. Vous vous souvenez dans les vidéos précédentes. Default 0. Timeout 5. Default ici, ça veut dire le système de base. Ok. Et puis le timeout, le nombre de temps qui va charger. Ok. Et puis le splash ici, c'est l'image SD, papa. Et puis hidden menu, title, le titre qu'on met ici. Et puis il y a route, HTTP, et puis là, le kernel qui vient. Et puis il y a le init.rd. Alors, je vais faire un exemple pour que vous puissiez bien voir grab. J'ai fait reboot. Comme ça, je vais bien vous montrer le grab. Ok. Attendez, je redémarre la machine. Lorsque la machine, ce qu'on fait, c'est ça. Position de démarrage. Regardez, ça démarre. Ça cherche d'abord au bout de BIOS. Voilà, c'est ça les grabs. J'ai appuyé sur la touche de direction pour calmer les grabs. Si j'appuie la touche E, Escape, vous voyez, il y a route, il y a le kernel. Voilà, tout est là. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, le grab. Ok. Démarrer, j'appuie Entrée. Voilà. Là, il cherche maintenant. Après ça, il y a ce qu'on appelle le processus de init. Le kernel envoie dans les init. Init envoie dans quel run level. Et puis ça m'affiche comme ça. Donc c'est ça le processus de démarrage. Une fois que vous maîtrisez le processus de démarrage, ça vous facilite dans beaucoup de choses pour comprendre. Lorsque le système est bloqué, tu peux savoir que non, ça c'est un problème de init, ça c'est un problème dans le niveau de grab, ça c'est un problème au niveau des kernels. Ok. Très important. Alors, on va passer les grabs. Les scripts d'initialisation qui se trouvent dans etc arc.d. Arc plutôt .d. Ok. Alors, ici dit l'étude de etc init tab nous a montré que init lancer des programmes se trouvant
dans les répertoires etc rc.d, ce sont des fameux scripts d'initialisation dont nous parlons dans l'introduction, par exemple, dans la ligne ici. Vous voyez, très très importante. On peut voir ça, oui. Bon, pas dans Ubuntu, je vais voir, on va voir ça ici. Ok, show. Ok, toujours la commande 4 etc rc rc.d. Ce n'est pas un répertoire, c'est un fichier. Oh, c'est un répertoire plutôt. À l'intérieur de ce répertoire, il y a quoi? Tab, vous voyez, nous avons tous les fichiers d'initialisation, des scripts. rc.local, nous avons rc.d. On peut voir rc.d. Ok, à l'intérieur, nous pouvons voir rc.local. Voilà, il y a plein. Donc, à l'intérieur de ce répertoire, rc.d, ce sont les fichiers, les scripts d'initialisation. Là, nous parlons, nous sommes à ce niveau ici. Regardez. Lorsque nous parlons des scripts d'initialisation, nous sommes à ce niveau ici. Ok. Ici, dont je vous parlais. Attendez. Nous sommes là. Ok. Nous sommes ici. Ok. Il chargeait tous les inits. Ok. Voilà, nous sommes là. 5e étape. Ok. Alors, voilà. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi rc.d. De rc.d. rc.d ici, ce sont les niveaux d'exécution. Chargez rc.d. Quand je vais vous expliquer les niveaux d'exécution, rc.3, comme vous l'avez vu ici dans la CentOS. Vous voyez. Ok. Donc, voilà. Ok. Donc, vous voyez, quand vous venez dans rc.d, il vous montre, il y a rc.d, c'est pour les rangs level 2, rangs level 1, rangs level 7, je vais vous expliquer. Il va dire, chargez-les pour préparer quel rang level il doit accéder. Ok. Alors. Ok. Et il y a encore d'autres fichiers. Il signifie que les init doivent lancer les rc.d, rc.d et rc en lui passant 2 en paramètre de chaque fois qu'on entre le niveau 2, hein, les rangs level 2, qu'il doit attendre la terminaison de ce script avant de poursuivre la ligne. 6 init, voilà, ça ressemble à un truc comme ça. Dans rc.d, ce sont les scripts qui lancent. Ok. Donc, vous avez vu, c'est dans etc rc.d, tous les fichiers scripts dans les Linux. Ok. Pour les rangs level. Et il y a encore les scripts d'initialisation dans etc rc.d, init.d. Ok, on peut voir ça. Très important. Ok. etc rc.d, voilà. Il y a init.d. À l'intérieur de init, voilà. Ici, c'est lié plus au service que vous voyez tout vous démarrer. Tous ces scripts-là se trouvent dans init.d. Ok. Waouh, c'est très important. Ok. Voilà pourquoi je vais vous expliquer après quand on va arriver au niveau des services. Ok. Donc, ça a à voir avec des services, ça a à voir avec beaucoup de choses. Et ensuite, voilà. La chose la plus importante, c'est les niveaux maintenant d'exécution. À tout moment, votre Linux système se trouve à un niveau d'exécution donné. La distribution, ou enfin, définit 7. Linux a 7 niveaux d'exécution. Les Linux est multitâche et multi-user. Ce n'est pas comme le Windows. Dans le Windows, soit vous accédez, je vous avais parlé l'autre fois, nous avons des types d'interfaces. Nous avons l'interface d'utilisateur en mode commande, interface d'utilisateur en mode graphique. Ok, dans le Windows, la plupart vous loguez avec l'interface d'utilisateur en mode graphique. L'interface d'utilisateur alors en mode commande, vous l'ouvrez souvent avec CMD. Mais nous ici, ça se définit pour les systèmes par défaut avec les scripts et les init. Ok.
Ok, donc voilà. Alors, nous devons connaître ces niveaux. Nous avons les niveaux 0, qu'on appelle init 0. Voilà pourquoi on appelle ça init 0. Je répète, pourquoi init 0? Vous voyez, c'est clair, c'est très facile. Nous sommes là. Ok, il lance les init, les fichiers d'initialisation qui sont des scripts qui se trouvent dans rc.d. Et après ça, maintenant, ça sera le niveau de level 2 ou 3. Voilà pourquoi vous voyez, c'est init 2, init 3. J'explique ça sur les plans commandes. Regardez, mes frères, très important. Voilà pourquoi vous voyez, quand on accède dans la machine Linux, on dit init 6. Je vais expliquer ça. Init 6. C'est arrivé comment? C'est arrivé ici. Quand vous êtes dans cdrc etc. Ok, rc.d. Ok. Ok, là, nous sommes dans la cinquième étape. Il lance les init, n'est-ce pas? rc.d, entrée. Et ici, vous voyez qu'il y a init.d. Ok. Mais là, il y a maintenant rcd.1, rcd.d. Maintenant, init 6, ça veut dire il va chercher maintenant dans le rang level 6, le 5, le 4. Ouvrons ces fichiers. L'un, deux, on peut ouvrir 4 rc 0.d. C'est un répertoire à l'intérieur de rc 0. Vous voyez tout ce qui existe dans rc 0. rc 0, c'est ça. C'est le init 0. Et puis nous avons, on peut essayer rc 1. Et ainsi de suite. Vous voyez. Donc c'est pourquoi vous voyez, il y a init. C'est-à-dire initialiser. Ok. Vers lancer les fichiers de script de rc 5. Initialiser vers 4. Init 4. Init 3. Ok. Donc c'est un peu ça. J'explique ça en détail parce que c'est très important dans le Linux. C'est vraiment le cœur. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous aurez beaucoup d'ennuis et des soucis. Ok. Alors, j'avance. Voilà, ok. En passant, et puis, si signifie les init et puis les 6 init, l'utilisation du système doit lancer arc, un truc comme ça, ok. Voilà, les scripts d'initialisation, arc init, ça c'est l'exemple, le route, tout autre, les fichiers à l'intérieur qui sont contenus au total. Alors, j'étais ici. Donc, init 0, ça s'appelle les run level en fait. Init 0, ça vous appelez init 0, hors service. L'alimentation peut être coupée dans danger, c'est-à-dire init 0, la machine est éteinte. Et puis, je viens dans init 1, c'est-à-dire mode mono-utilisateur. Mono-utilisateur, c'est-à-dire c'est le mode de dépannage. Ok, pour l'administration du système. C'est le mode où l'administrateur accède pour dépanner le système. Donc, dans le Linux, si vous voulez dépanner, vous serez obligé d'aller vers le init 1. Je vais vous expliquer ici comment changer de init. C'est très important. Init D. Ok, init D, c'est mode multi-utilisateur. Donc, un mode de plusieurs utilisateurs, fonctionnement normal sans NFS. Ça veut dire, vous allez travailler toutes sortes de services, ok, avec les réseaux, mais multi-user fonctionnement normal sans NFS, identique au niveau 3 sans la fonctionnalité réseau. C'est-à-dire, dans les init D, vous avez les réseaux, mais il n'y aura pas les services de NFS. Ça ne va pas marcher. Vous pouvez tout faire. Init 3 maintenant, toujours même chose. Mode multi-utilisateur, fonctionnement normal du système en réseau, partageant les ressources avec d'autres systèmes. Ça veut dire maintenant ici, c'est fonctionnement normal, c'est en mode texte, pas de graphique, mais avec les réseaux, mais avec tout. Mais ici, c'est le problème, c'est il y aura tout service des réseaux sans NFS. Donc, ne confondez pas init D3. Init D, multi-utilisateur, mais sans NFS. Init 3, multi-utilisateur avec NFS. OK. Partageant les réseaux d'autres systèmes. OK. Init 4, c'est pas utilisé. Init 5, le X window ici, c'est ce qu'on appelle le mode graphique. C'est que j'ai ici. Voilà. Exemple que ma machine, je me connecte avec le X window. J'ai un desktop, j'ai le mode graphique, tout ça. Ça, c'est dans les Linux qu'on appelle init 5. Ça veut dire X window avec graphique. Or, ici, la question maintenant vient, vous aurez dit vous poser, mais ingénieur Linux, vous utilisez quel init? Ok, attendez, je vais finir, je vais vous faire quelque chose de très bien là, vous allez aimer. Voilà donc c'est puis init 6,
mise hors service et redémarrage. Maintenant, question. Il y a maintenant, et puis après ça, ça c'est maintenant la procédure, l'étape dont vous travaillez. Regardez, l'espace de l'utilisateur est là. D'abord, il y a d'abord le matériel, BIOS charge, le noyau, et puis fait appel au système. Donc, je vais expliquer ça ici. Ça, c'est BIOS. Avant de faire appel au noyau, il y a eu boot, il y a eu grab, il y a eu boot manager, et puis grab, et puis appel au noyau, grab, ok, appel au système, ok, et puis après, espace de l'utilisateur pour vous connecter. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors, je vais parler sur les modes ici. Init, ok. Comment expérimenter tout ça? Il y a un fichier dans les Linux qui gère tous ces run level, les niveaux d'exécution plutôt. Ça se trouve, c'est un fichier qui se trouve dans les Linux qu'on appelle cat init tab. Vous devez connaître ça. etc init tab. Ok. Ce fichier ici, je vais entrer. Non, vi etc init tab. Init tab, c'est le fichier. Voilà. Ce fichier ici, c'est celui qui définit, vous devez vous connecter avec quel mode, quel niveau d'exécution. Ok. Alors, dans les niveaux d'exécution, il vous explique même ici, en anglais. Ok. Full multi-user mode. Maintenant, comment je vais savoir si moi je suis dans quel niveau d'exécution? Parce que je vous avais dit, quand vous voyez comme ça les mots texte, est-ce que c'est init-d? Oubliez déjà 0, parce que la machine quand elle s'ouvre, c'est pas éteint. Oubliez 6 et oubliez 5. 4 n'est pas utilisé. Donc, soit je suis dans le mode 3, 2 ou 1. Or, 1 c'est pour le dépannage. Mais le mode 2, je ne suis pas le mode, c'est clair, je suis dans le mode 3. Pourquoi? Parce que dans le mode 3, c'est le mode où il y a le réseau. Mais ici, il n'y a pas le réseau. Comment le prouver? Descendez en bas. Voilà. ID init 3 et puis init default. Très, très important. Donc, maintenant, vous avez compris. Alors, on va faire quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Comment maintenant, non, je dois faire Q. Comment maintenant changer de mode? Ok. Si vous faites la commande init, ok, comment vous pouvez maintenant changer de mode? Donc, si vous voulez connaître le mode dont vous êtes, vous faites 4 init, init tab, mais vous n'allez pas bien voir un compteur qui vous affiche bien jusqu'en bas. Il vous affiche. Regardez, ça va en bas ici, ça vous montre que vous êtes dans init 3. Je suis dans init 3. Je vais aller dans init d. Je fais juste la commande init d. Voilà les avantages avec les Linux 2. C'est fini. Il m'envoie directement. Ok. Retry gear fail. En dev, ok. Il prend un peu de temps. Ici, moi, je n'ai que le mode graphique. Je peux aller dans quels sont les niveaux d'exécution que moi je peux faire. 0, c'est soit éteindre ma machine. Init 1 pour aller dans le mode de dépannage. Init 2 pour voir sans le réseau. Je peux aller, mais moi je suis dans init 3, c'est bon. Mais une machine qui a le X-Window comme ça graphique, ici, lui peut aller dans toutes sortes de init. Je peux aller dans init 2, je peux aller dans le mode init 3. Ok, donc c'est un peu ça. Voilà, ce n'est pas si compliqué que ça. Attends, il prend le temps. Mais je ne peux pas faire init 5 parce que ça ne va pas marcher. Ok. Bon, ici, il me donne l'erreur, il dit il ne peut pas aller. Ok, je peux aller dans init 1 alors. Init 1, voilà, il m'amène. Je suis là. Voilà. Donc, init 2, ça compliqué comme c'est sans réseau. Init 1, c'est bon. Ça dit, je vous ai montré comment changer les init. Alors, pour que je sois... Mais le fichier là ne va pas changer. 4 etc init tab, il vous montrera toujours que non, vous êtes dans... Votre init de base, c'est 3. Ici, c'est juste init 1, c'est pour le dépannage. Donc, je peux rentrer là-bas. Remets-moi dans init 3. Waouh! Vous voyez, je vous ai expliqué comment on change d'un run level à un autre. OK? Comment changer un niveau d'exécution à un autre. OK. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose maintenant importante, il y a ce qu'on appelle un tic ici. Il se fait que
les fichiers de base qui gèrent, je vous ai dit, les niveaux d'exécution, c'est init-tab. Donc, pour connaître vous êtes dans quel run level dans la machine, c'est bon. Surtout si ce sont des cas de un serveur comme ça, qui n'a que les modes commande comme ça, qui n'a pas de desktop, soit vous êtes dans init-d ou 3, mais d'habitude, ne vous inquiétez même pas. La plupart, je vous dis une vérité claire. Lorsque vous allez dans une machine, dans une entreprise partout, quand vous voyez un serveur Linux où il y a l'écran noir comme ça, la plupart c'est init 3. Je m'explique pourquoi, parce que je ne crois pas que ça c'est un système d'exploitation, c'est installé dans les serveurs. Je ne crois pas qu'ils peuvent utiliser init-d sans réseau, alors que les serveurs fonctionnent en réseau. Donc c'est purement sûr qu'ils utilisent init 3. Et quand vous voyez avec graphique, là ceci, ils sont dans init, ils utilisent souvent et init 5x window. Mais pour être sûr, il faut faire cette commande. Ça vous rassure vraiment que. Mais là, il vous donne les init de base. Donc je peux aussi changer ici, j'ai dit, ok, mais maintenant, si je dis je change, que quand ma machine démarre, je vais changer de init. Comment faire? Alors là, je viens là. Waouh, c'est très intéressant. Avant de faire les changements, il faut être sûr. Hein, ne faites pas des ordres parce que si ça détruit votre système, c'est fini. Je viens là. Non, pas la VI. J'ai fait la commande. J'aime bien VIM, désolé. VI est ici init-tab. J'ouvre. Je descends. Souvent, les gens vous font ça des pièces. Aujourd'hui, vous allez comprendre. C'est ce qu'on appelle un petit truc. Ok. Quelqu'un vient là, il descend. Je vous mets là-bas. 6. Mes frères, si je fais ça, regardez ce qui va se passer dans votre machine. Regardez. Je travaille, j'ai fait bon, j'ai dit, je redémarre la machine. J'ai fait ça exprès pour vous permettre de comprendre comment aller dans le mode de base. Regardez, il va chercher, ça dit, ici, il va commencer à faire, il arrive, quand il va arriver dans le mode init pour lancer ready, la machine redémarre encore. Beaucoup de gens, mes frères, ont eu ce genre de soucis. Vous voyez, voilà pourquoi je répète encore dans mes vidéos, qui est un ingénieur Linux. Si vous ne maîtrisez pas ce genre de choses, vous pouvez rencontrer ce genre de choses dans une entreprise, dans votre serveur. Regardez, il s'arrête là. Alors, une personne qui a fait le module de processus, qui comprend le processus de démarrage, qui est là, il a ça en tête, ces processus, il comprend ceci. C'est que l'erreur là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine démarre, le BIOS renvoie dans le boot MGR, le boot MGR à son tour renvoie dans les grabs dit OK, j'envoie dans les noyaux. Les noyaux dit OK, je réinitialise les init sont là, ils se réinitialisent. Maintenant, init dit cherche les run level. Il va chercher dans le fichier init tab pour venir ici. Il voit que par défaut, il dit c'est 6, il redémarre. Il fait qu'il redémarre la machine. C'est ça. Beaucoup de gens ont eu ce genre de soucis dans les entreprises. On a eu même à m'appeler pour aller dépanner. Donc, quelqu'un qui s'y connaît à Linux, il est entré dans les serveurs, il a fait ce genre de choses. Regardez. Donc, la machine ne fait que redémarrer. Alors, comment dépanner ces problèmes? C'est quoi? Si vous avez un problème comme ça, donc quand vous allez dépanner, vous allez comprendre que ça va aussi vous permettre directement à changer les init. Ok, comment dépanner ces problèmes? Pour réparer ces problèmes, vous êtes obligé d'aller dans les modes de dépannage qu'on appelle les init 1. Voilà pourquoi vous devez connaître les niveaux d'exécution. Alors, comment aller dans le niveau d'exécution? Quand la machine démarre comme ça, vous attendez, vous appuyez la touche direction, vous arrêtez les grabs. C'est les grabs qui vont vous amener vers les init 1. Vous faites éditer et, c'est bien écrit là-bas en bas, regardez, éditer pour modifier. Vous descendez ici dans le kernel. Ok, l'image, vous lui dites éditer encore, amenez-moi sur init 1. Souvent, les gens écrivent init 1 ou les gens écrivent 1, mais nous, vous pouvez mettre même S. S, ça veut dire, ça vous amène vers le mode de dépannage. Maintenant, quand vous appuyez S, vous devez appuyer la touche entrée pour enregistrer. OK. Et puis, vous allez appuyer sur la touche B pour booter. Je recommence. OK. Je viens là. Je vais arrêter les grabs avec touche de direction. J'appuie sur la touche E, éditer. Je descends sur kernel, éditer. Je viens là. Vous avez vu, je n'ai pas appuyé, je n'ai pas enregistré les informations. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Espace, j'appuie sur S. Normalement, c'est ça.
Ok. J'ai dit enregistrer et puis booter. Voilà. Il vous amène vers init 1. Vous avez compris. Maintenant, pour comprendre ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce processus est très très important, très capital, mes frères. Ne négligez pas ça. Ça veut dire, j'ai compris que quand BIOS marche, boot MGR marche, lui marche. Le problème est au niveau 5. Mais je ne peux pas entrer à partir d'ici. C'est Grab qui permet d'activer les systèmes, les noyaux. Donc, à partir des Grab, c'est celui qui va m'envoyer vers le init dont j'ai besoin. OK? Alors, à partir d'ici maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez rien à faire. Vous venez seulement, vous faites VI. C'est pourquoi vous allez aussi connaître là où se trouve le fichier. etc init tab. OK? Vous descendez en bas. Vous changez les ID, les fichiers, c'est-à-dire quel est votre init par défaut pour ce serveur ici. C'est, vous remettez 3. Maintenant, avant de mettre 3, il faut connaître. Voilà pourquoi il vous a même écrit ça en anglais. Donc, c'est pourquoi moi, je vous ai donné ça en français. Donc, c'est très, très important de maîtriser ça. Donc, avant même de mettre 3, vous devez connaître c'est quel niveau. Sinon, vous allez mettre 3 en fonction de quoi. Voilà. Vous voyez, 3. Mode multi-utilisateur, fonctionnement normal pour les systèmes en réseau, partageant les ressources et avec d'autres systèmes. OK. Et à partir de là, c'est bon. Je mets 3. Escape. OK. Je vais faire 2 points. W, sauvegarde. Q et puis quitter. OK. Une fois que vous finissez, vous pouvez faire redémarrer la machine. Faites reboot. Mais à partir d'ici, déjà, vous pouvez mettre aussi la commande init3. Vous allez aller directement. OK. Si vous modifiez le fichier, parce que quand vous avez modifié, ça a déjà affecté les fichiers. Vous faites directement le redémarrer, comme ça vous prend du temps. C'est un serveur, hein, n'oubliez pas. Non pas des cas d'une entreprise. Si ils ont redémarré les services, tout le monde, c'est pas bon. Init3. Il vous amène directement. Vous voyez. OK. Bon, maintenant, d'autres personnes vont dire non, ingénieur. Je vais répéter cet exemple-là. Je ne vais pas modifier dans le fichier. Vous allez voir si j'ai fait init3, ça ne va pas marcher. Je viens là. Route. OK. Je modifie le fichier fstab. Je viens, je remets 6 ici. OK. Donc, soyez très prudents. Vous avez compris ces jeux. Ça arrive souvent. Et vous devez savoir comment éviter ça. J'ai fait reboot. OK. J'arrête avec touche direction. J'appuie la touche E. Je descends dans kernel. Éditer. J'ai fait S. J'enregistre. Donc, Grab, très important. Et puis B, booter. Voilà, il m'amène ici. Donc, ici, si je fais sans aller dans le fichier, hein, parce qu'il est toujours avec 6, non? 4 est ici, init tab. Vous voyez, c'est toujours 6. Je n'ai pas changé. Init 3. Qu'est-ce qui va se passer? Il vous amène. Donc, il vous amène temporaire. Ah, regardez. C'est très important ce que j'ai fait. C'est pourquoi il faut souvent faire des erreurs comme ça pour permettre aux gens de comprendre. Vous allez dire, ah non, ça passe. Donc, vous allez vous dire, non, je peux dépanner ça comme ça. On m'a mis là-bas, si ça redémarre, mais moi, je viens, j'édite là-bas sans éditer ces fichiers. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut vous mentir, il dit, j'ai résolu votre problème. Ça dit, il n'a pas redémarré, il ne connaît pas Inittab, mais il fait ça. Il y a des gens comme ça, il ne connaît pas Inittab, il fait ça. Très bien, il a dit, il a résolu votre problème. Vous travaillez, vous faites des configurations, et puis vous avez sauvegardé vos configurations. Vous redémarrez votre machine, ou si vous allez me dire, c'est un serveur, on ne va pas redémarrer, vous allez laisser comme ça. S'il y a un problème de courant ou d'électricité, dans les serveurs ou bien onduleurs et autres, ça redémarre. Toutes les configurations que vous avez mis, vous n'avez rien fait. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire, ça boot, il va booter. Quand il va arriver, il lance Grab, il va chercher, il redémarre. Vous voyez, ça veut dire que vous n'avez rien fait. Voilà, faites la méthodologie que je vous ai montrée ici. C'est meilleur. OK. S.
Ok, vous pouvez aussi mettre 1, hein? S ou 1. Je suis à entrée, booter. Ça avance avec S ou 1, voilà, même 1. Éditez vraiment le fichier, enlevez les 6. Init tab. Alors là, vous faites 3. Ok. Oui, ça marche. Et puis vous allez directement dans init 3 au lieu de redémarrer. Très bien. Voilà, vous connectez. Ce n'est plus temporaire ce que vous faites. Vous allez faire ici. Ça sera vraiment du pragmatisme. Et puis vous faites vos configurations. S'il y a un problème avec le serveur ou un problème, on suppose, vous faites reboot. Et quand vous redémarrez, la machine va se connecter. Sans souci, vous n'allez plus. C'est un dépannage permanent. Pas un dépannage temporaire, mes frères. Regardez. Vous allez voir ça partir d'ici. Ouf. Il est parti. Voilà. Donc, voilà comment il faut faire les choses. Les niveaux d'exécution sont très importants. Je vous ai expliqué comment changer d'un niveau d'exécution à un autre, le processus de démarrage, les fichiers script, comment on change de rang level et puis comment